vous, bienvenue à toutes et à tous dans l'invité, votre émission de décryptage des enjeux de l'ère en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très sensibles avec notre invité qui est déjà sur place. Il va pouvoir répondre à toutes nos questions prévues aujourd'hui. Alors, il est là enfin, il est cadre de l'ESID de Martin Fayulu. Avec lui, nous allons parler de Bunagana, donc Est de la République, un an depuis que cette partie de la RDC est sous occupation des éléments de M23 appuyés par le Rwanda, comme vous le savez tous. Alors la question reste pendante et préoccupante de savoir est-ce que le gouvernement a-t-il bien joué sa mission de pacifier et de récupérer cette partie de la République démocratique du Congo. Il en est, alors toutes les taxes, tous les biens qui devaient bien évidemment entrer dans la caisse de la République sont pris par ces délinquants, ces ennemis de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut se demander, côté gouvernement, toutes les batteries sont mises en marche pour la récupération de Bunagana et d'autres territoires sous occupation. Nous allons parler encore du meeting de l'opposition prévu vers la fin de ces mois, comme vous le savez. L'opposition sera face au public. On ne sait pas, c'est ce qui sera les messages de ces meetings qui s'annoncent déjà chauds. Mais pour ce faire, nous recevons un cadre de l'ESID de Martin Fayulu, Chris Ikongo, qui avec lui nous allons parler de ces deux sujets. Il devait être accompagné de Greg Kitambala qui s'est excusé, la santé ne lui a pas vraiment permis, mais nous lui souhaitons allais-je dire, joyeux anniversaire, donc des bonnes choses, prospérité, longévité, là où il nous suit, j'espère malgré la perturbation de la santé. Donc tout est mis en marche pour qu'on puisse savourer ça dès ce soir. Mais c'est Chris, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va en tout cas. Vraiment heureux de vous avoir sur ces plateaux. Okay. Je pense que l'ESID, c'est l'un des partis politiques que nous comptons dans cette émission. Il y a toujours ces cadres qui répondent aux besoins de notre invitation lorsqu'il s'agit des sujets de l'ère, et nous vous remercions également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons commencer avec cette question qui est préoccupante. Question de la sécurité de nos compatriotes qui sont à l'est de la République. Alors, depuis que ces ennemis, ces agresseurs de la RDC sont là-bas, ils occupent, ils font tout ce qu'ils veulent, on se demande est-ce que les gouvernements de la RDC, sous régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont pris conscience de comprendre que Bunagana est sous occupation et tout ce qui devait peut-être leur revenir sont à la disposition de M23. Ils prennent des taxes. Alors, tous les camions, je peux dire, les poids lourds, qui transportent des marchandises de ces côtés-là, ils payent toujours à leur caisse. Est-ce que les gouvernements prennent-ils conscience de mettre toutes les batteries en marche pour mettre fin et récupérer au plus vite que possible ces territoires sous occupation? Oui, merci pour la pertinente préoccupation. D'abord, notre pays souffre, messieurs les journalistes, comme vous le savez, depuis notre accession à l'indépendance, d'un problème de la souveraineté. Pourquoi je parle de la souveraineté? Parce que la souveraineté est considérée comme la plénitude de compétences, soit la compétence des compétences. Et cette compétence revient à la personne publique par excellence, qui est l'État. Et lorsque l'État n'est pas à mesure d'assurer sa souveraineté dans les limites de ses frontières, cet État est en déliquescence. Et que veut dire un État en déliquescence? Un État en déliquescence veut dire un État qui n'a plus son pesant d'or. Un État qui ne pèse plus non seulement à l'interne, mais aussi sur la scène
internationale. Ce qui se passe à Bunagana actuellement, non seulement Bunagana particulièrement, en général, ce qui se passe à l'est de notre beau pays est déplorable. Et moi, personnellement, je ne peux pas porter un jugement qui sera fondé à une espérance. Parce que personnellement, je ne pouvais jamais, en fait, jamais espérer à une suite logique soit acceptable. Parce que lorsque nous analysons d'abord le premier pas de notre gouvernement s'agissant de cette question, il y a eu toujours des illégalités, des faussetés, de l'illicéité. Et pourquoi je parle de cela? Parce que, en logique, on dit que lorsque les deux prémices sont fausses, la conclusion sera certainement fausse. Et lorsque je parle de prémices, je fais allusion aux différentes ordonnances lois. La première qui a porté autorisation de l'état de siège et la seconde qui a porté sur des mesures prévisionnelles plutôt de l'état de siège. Et partant de cela, j'ai fait allusion un tout petit peu à la Constitution pour parler de l'article 85. Et là, du coup, le président de la République, comme il est logique, le maître a déclaré de l'exception, soit de l'état de siège. Et comment il peut décréter une légalité exceptionnelle? En fait, la Constitution prévoit une autorisation par les congrès. Nous le savons tous, bien évidemment, que les congrès, c'est un mélange du Sénat et de l'Assemblée nationale, ce qui incarne le peuple. Donc déjà au début, M. Félix Tshilombo n'a pas demandé l'autorisation par le peuple pour déclarer de l'état de siège. Deuxièmement, il y a eu l'intervention de la Cour constitutionnelle. Parce qu'après avoir déclaré l'état de siège, la Cour a été saisie pour se déclarer sur la non-conformité ou non de la déclaration du président de la République à la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution a dit? En fait, la Constitution a rebondi sur une question qui a été posée depuis 2016, au moment où M. Kamer et M. Léon Kyongo étaient respectivement les présidents de deux chambres parlementaires. Et en rebondissant, la Cour a fait un peu de Reddit et un peu de Zerazi et elle a dit ce qu'elle a dit. Et là, moi, je constate que c'est la raison pour laquelle, une fois accédé au pouvoir, M. Tshilombo avait essayé un peu de balayer la Cour constitutionnelle pour enfin prévenir des illégalités qui viendront plus tard. Et non seulement il y a eu des illégalités au départ, comme prémisse de ces problèmes, deuxièmement, il y a la mutualisation de forces entre nos forces loyalistes qui sont le FARDC et les forces de l'EAC. Pourquoi? Parce que je l'avais dit au début que nous souffrons de la souveraineté. Parce que j'ai du mal à réaliser, faire appel aux pays, aux pays que nous entretenons une relation d'as de pique, comme le Rwanda, l'Ouganda, de pays que nous entretenons de relations de as de carreaux, comme la Tanzanie, des pays versatiles, par moments ils sont avec nous, par moments non. Les appeler sur les territoires, faire appel à eux, aux forces des belligérants qui ont été faits des commanditaires. Personnellement, je trouve que c'est inadmissible et c'est ce qui nous pousse à ce que nous vivons aujourd'hui. Et en analysant le traité qui donne vie à l'EAC, vous allez comprendre en réalité que l'EAC a beaucoup plus de pouvoir que le FARDC. Et c'est une garantie constitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même dit que, à son article 215, que les traités et accords internationaux ont une portée beaucoup plus grande que nos lois. En réalité, les forces armées, comme étant un service public, c'est régi par un acte émanant du gouvernement. Donc, lorsque je parle de la loi au sens large, le règlement sont de loi. Très bien. On commence par l'état des sièges. Oui. Vous, au niveau de l'opposition, vous ne saluez pas des petits efforts qui ont été produits ou qui sont en train d'être produits par, je parle de la mutualisation. Il y a les troupes ougandaises qui
par le passé, j'avais même suivi les communiqués du gouvernement saluant donc les résultats quand même produits sur terrain avec la neutralisation et aussi l'éradication de certains groupes armés, précisément l'Ituri. On nous a fait un communiqué tout en nous disant que donc, les nombres, parce qu'il y a eu une multiplicité de groupes armés, aujourd'hui on a, avec cette mutualisation des troupes rwandaises et ougandaises plutôt, au niveau de l'Ituri, quand même ils ont eu à traquer ces troupes armées. Donc ce n'est pas comme c'était avant, où on constatait sur terrain donc, la multiplicité, la tuerie en répétition, mais quand même il y a de l'évolution. Selon, donc ça, je reviens dans la mutualisation que vous condamnez personnellement à vous entendre parler. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous ne voyez pas que les choses sont en train peut-être de prendre une autre allure par rapport au passé? Non, personnellement, je pense que non seulement nous tournons au rang, nous faisons de la grandiloquence, mais on recule un peu. On fait un pas en avant et puis des pas en arrière. Pourquoi? Parce que les gens qui constituent l'EAC, les gens qui forment l'EAC actuellement, ce sont des anciens belligérants, aux origines douteuses. Nous le savons bien, il y a l'histoire est bien précise. Ils ont quitté leur pays après le départ de Belges vers la fin des années 1960. Ils se sont placés sur les hauteurs de Montmouling et autres dans l'est de notre République. Et ce sont eux qui forment des milices, ce sont eux qui forment les groupes armés terroristes qui par la suite reviennent chez eux pour devenir des commanditaires de l'EAC. En fait, l'EAC, en bref, a une origine douteuse. A une origine douteuse parce que ces commanditaires sont des nationaux dont notre pays, la RDC, entretient des liens un peu étroits avec le leur. Donc, nous ne pouvons pas admettre, sur un territoire congolais, de voir un commanditaire, un colonel rwandais, un colonel ougandais qui donne des ordres. Et pour votre information, il y a des endroits à l'est de notre pays que, parfois, les FARDC n'ont plus le droit de foutre leurs pieds. Et moi, je dirais que c'est pas une avancée, mais on ne fait que rétrocéder, soit faites un rétropédalage. Alors, à l'opposition, que proposez-vous? Suite à tout ce que vous êtes en train de décrire, mutualisation, EAC, SADC, qui va aussi fouler le pied à l'est. Alors, que proposez-vous à l'opposition? Vous êtes seulement là pour observer, critiquer, décourager, ou vous avez des propositions que vous comptez formuler pour mettre un terme? Quand on parle de la sécurité, on ne voit pas l'opposition, on ne voit pas la société civile ou les pouvoirs, mais on voit la vie des Congolais. Que proposez-vous à l'opposition pour mettre un terme à cette guerre ou à cette insécurité qui totalise aujourd'hui, si nous faisons un bon calcul, on a 20 ans ou 19 ans de cette guerre? Ce que nous pouvons faire, nous, les gens de l'opposition, c'est d'interpeller d'abord la conscience du peuple. Parce qu'il y a une théorie en droit public, ce qu'on appelle de la politisation positive. Donc cela veut dire que si le peuple ne se soucie pas de la population, et plutôt, si le peuple ne se soucie pas de la politique va se soucier de la population. Donc, qu'à cela ne tienne, que le peuple se prenne en charge. D'abord, primo. Et puis, secondo, nous lançons deux appels, comme toujours, comme on l'a fait toujours, à l'échiquier international. Donc, en parlant de l'échiquier international, j'ai fait allusion à l'ONU ainsi qu'aux forces de niveau international, de constater ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 2 décennies. Pourquoi pas de poursuivre ceux qui sont en tête de tout ce qui se passe et établir la responsabilité.
comme acteur décisionnel, comme acteur émouvant dans la vie politique, l'opposition essaye d'abord de réveiller la conscience du peuple en vertu du principe de la politisation positive, c'est-à-dire que le peuple doit se soucier de la politique, sinon c'est la politique qui va s'en charger du peuple. Donc si je vous comprends bien, vous vous alignez derrière les efforts fournis par les gouvernements, mais tout en appelant ou en interpellant la conscience de l'échiquier international. Quand même vous saluez en vous entendant. Non. Mais depuis le début, j'ai insisté sur la solidarité et plutôt la souveraineté. Je ne peux pas rester derrière d'un gouvernement qui est en déliquescence, qui ne représente absolument rien, quasiment rien. Ça jamais. J'ai fait appel au peuple. Pourquoi? Parce qu'il est le souverain primaire. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est une garantie constitutionnelle. J'ai fait appel au peuple pour réclamer leurs droits. Parce que vous savez ce qui se passe à l'Est de la République paralyse en fait toute la République. Cela paralyse toute l'entièreté de la RDC. C'est alors que la population, et surtout quinoise, parce que Kinshasa c'est le siège de l'institution, la population, surtout quinoise, doit prendre les choses en main. En posant des actes, en faisant des gestes qui amèneront, si je peux le dire, le gouvernement à se rétablir dans la logique. Descendre dans la rue, contester, manifester, je ne sais pas, vous devez être clair à ce point-là. Comment les Quinois peuvent-ils se prendre en charge pour interpeller les gouvernements? Déjà avec les problèmes intellectuels que nous avons, l'analphabétisation, la contestation, c'est une voie principale, si je peux le dire. Parce qu'il n'y a pas assez d'intellectuels. Les taux d'intellectuels en RDC est beaucoup plus bas. Et du coup, la voie principale pour s'exprimer, moi je dirais que c'est la contestation. Contester contre qui? Contre les pouvoirs, soit manifester contre les sécurités, contre les groupes. Vous savez, le gouvernement est une institution. Le président de la République est une institution. Notre problème, ce n'est pas la personne, notre problème, c'est l'incompétence qui tue l'institution. Très bien. Prenons cette question. Elle est pertinente. Comment avez-vous acquis les prolongements du mandat de l'EAC avec tout ce qu'on a vu, même du côté pouvoir, population, précisément, particulièrement la population de l'Est, qui avait même manifesté contre cette force sous-régionale. Après évaluation, à tous les niveaux, avec tous les voyages constatés ça et là par le président de la République, Luanda, Nairobi, mais contre toute attente, on a vu l'EAC être prolongé jusqu'au septembre. À l'opposition, particulièrement à l'ECD, comment est-ce qu'aviez-vous accueilli la nouvelle? Bon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La population ne veut pas de l'EAC, c'est clair. On a vu des manifestations à Goma. On a vu des manifestations, il y a eu des tirs, il y a eu des morts, des blessés. La population ne veut pas de l'EAC. Mais à notre grande surprise, il y a de cela 2 ou 3 jours, je ne sais pas si c'était hier, il y a eu un conseil qui a été présidé par notre vice-premier ministre de la Défense. Qui séjourne là-bas. Eh bien, ils ont prolongé, si je peux le dire, le contrat dans un sens vulgaire, les contrats entre la République démocratique du Congo et l'EAC. Peut-être on a revisité la feuille des routes pour voir comment changer des tactiques, des directives, mais aussi des stratégies. Bon, modifier la feuille de route, c'est comme modifier une note de service. Mais en réalité, nous sommes tenus par un règlement, par un traité. Modifier les feuilles de route, c'est comme modifier une note de service. Ça n'a pas assez d'importance. Ce qui nous lie avec l'EAC, c'est un traité. Et vous savez l'importance d'un traité. D'ailleurs, il y a certains
docteurs qui pensent que le traité est beaucoup plus fort, même que plus que la Constitution. Donc, déjà, nous sommes liés par un traité. Modifier les différentes manœuvres, c'est comme modifier une note de service. Ça ne lie que notre vice-premier ministre de la Défense et ce que les commanditaires. Ça ne lie ni l'IAC, ni la population, ni ce qui se passera sur le terrain. Mais quand même, selon certains témoignages, soit nos reportages recueillis par nos confrères qui sont sur place, à l'Ituri, Nord Kivu et d'autres territoires, c'est comme si l'EAC semble ne pas s'inscrire dans la logique d'une mission offensive, mais plutôt elle s'inscrit dans la logique d'être une mission défensive. Est-ce que aujourd'hui, avec les enjeux qui sont devant les Congolais, avec cette guerre injuste, l'on peut compter sur l'EAC tout en s'inscrivant dans la logique d'une force défensive, soit on attendait l'EAC aller à l'offensive pour contraindre ces pilleurs de nos richesses naturelles, mais l'opposition, donc c'est là où ma question commence, c'est comme si l'opposition ne condamne t-elle pas ce qui se passe à l'Est. Par exemple, on a cité quelques leaders qui font aujourd'hui la même lutte avec votre mentor, Martin Fayulu, qui ne condamne pas cette agression à l'Est de la République. On a même interpellé, arrêté l'un des vôtres qui est présentement dans la prison. Oui. Mais on vous accuse, vous l'opposition, d'être en connivence avec tout ce qui se passe à l'Est. Comment rétorquez-vous contre toutes ces allégations? Bon, je commence avec le fait que vous déplorez l'EAC a beaucoup plus un aspect défensif que offensif. Déjà, il faut savoir, les gens qui nous offensent sont des Congolais. Et lorsque les enfants du pays agressent le gouvernement en place, ben, une force étrangère ou internationale ne peut pas porter la main sur eux. Parce que le droit international humanitaire le protège. C'est entre guillemets un droit pour eux. Et du coup, l'EAC ne peut pas aller en offensive. C'est comme s'ils allaient en offensive contre des populations. Mais une population qui ont des armes en main. Et dire que l'opposition et l'EAC ont un peu de lien, soit tir de ficelle, moi je dirais que c'est... Non, pas l'EAC. Donc face à l'agression, on a comme l'impression que l'opposition ne condamne pas. Alors, ma question est de savoir comment rétorquez-vous à toutes ces allégations? Elles sont vraies ou fausses? C'est totalement fausse, parce que nous avons eu à manifester à maintes reprises. Avant les sit-ins, il y avait la marche des Kianza. Avant la marche des Kianza, il y avait une marche qui avait débuté au niveau de rond-point. Tout cela s'inscrivait dans la logique de ce qui se passe à l'est de la République. Est-ce que Martin Fayulu a aussi condamné ça, l'agression? À maintes reprises. Tout en proposant à maintes reprises des solutions palliatives pour y mettre un terme où il est toujours dans la critique, comme il le fait toujours. Bon, ce qu'il faut savoir, lorsque vous parlez des pistes de solutions, ce qu'il faut savoir, que veut dire l'opposition, qu'est-ce que représente l'opposition, et que prévoit la Constitution par rapport à notre opposition. Si on était aux États-Unis d'Amérique, on allait farouchement marteler sur le fait que l'opposition ne fait absolument rien. Parce que la Constitution prévoit de grandes choses pour l'opposition. Qui représente l'opposition dans notre pays?
il n'y a absolument rien de prévu, il n'y a absolument rien de spécial qui est prévu pour l'opposition. Et du coup, dire que Martin Fayulu doit proposer des pistes et des solutions, je ne sais pas. Parce que j'avais dit au début qu'il y a un taux un peu bas des intellectuels dans notre pays, et la meilleure des solutions, soit la meilleure des façons d'exprimer sa voix, c'était de contester contre les fondamentalistes. Et on ne peut contester qu'avec des descentes sur terrain, qu'avec de différentes marches, ainsi que des meetings et ainsi de suite. Mais c'est Chris Ikongo. Aujourd'hui, l'opinion s'interroge. Cette interrogation est celle de savoir est-ce que l'opposition, c'est comme si l'opposition ne joue-t-elle pas sa part dans une république qui serait, je dirais, démocratique. On ne sent pas l'opposition aujourd'hui. On dit, vous n'étiez même pas en mesure de mobiliser. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec tout ce qui vous est reconnu par la Constitution, est-ce que vous êtes en train de comprendre que votre mission n'est pas vraiment à sa hauteur, selon ce que l'opinion constate? Comment réagissez-vous? L'opposition a toujours été à la hauteur. Le problème, c'est que notre Constitution, elle est remplie des pseudo-droits. Notre Constitution, elle est remplie des pseudo-droits. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une prévision dans la Constitution qui dit que lorsque vous voulez organiser une manifestation publique, il faut tenir au courant l'autorité de la ville. Donc, en vrai, si je vais organiser une organisation, soit une manifestation publique, je dois tenir au courant l'autorité de la ville. C'est un régime d'information. Très bien. Et du coup, dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate? C'est pas du tout l'information. C'est un régime d'approbation. Donc, l'autorité de la ville doit vous autoriser. L'autorité de la ville doit se comporter en paternaliste. L'autorité de la ville doit se comporter en parrain pour vous dire que voilà, vous commencez à un point B pour chuter à un point C. Et lorsqu'il ne veut pas, peut-être il peut se réveiller avec une mauvaise humeur. Il se réveille, du coup, il vous appelle et vous dit que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus marche. Voilà, aujourd'hui, les gens d'itinéraire. C'est ce qui s'est passé récemment avec la marche de Kianza. Et du coup, l'opposition est contrainte par des forces qui sont censées protéger la population. Par des forces qui sont censées protéger l'opposition. Nous sommes contraints, nous sommes fustigés, nous sommes maltraités. C'est ce qui a occasionné votre faiblesse de mobilisation. Non. En fait, ça n'occasionne pas la faiblesse, mais parce que nous sommes des gens consciencieux, nous ne voulons pas de pertes en vies humaines. C'est ce qu'on évite. On évite les scandales, on évite de pertes en vies humaines. Très bien. Prenons notre dernier virage de l'émission. On nous fait signe que nous sommes presque à la fin. Les meetings de l'opposition prévus à Sainte-Thérèse vers la fin de ce mois, la date n'est pas encore dévoilée. Qu'est-ce que vous préparez dire à la population encore? Nous sommes à l'approche des élections. N'est-ce pas que vous comptez mettre la population dans, je dirais, dans une situation chaotique ou catastrophique, peut-être la dérouter pour ne pas fixer les caps vers les élections? La CENI vient de publier la date des dépôts des candidatures. Alors, vous allez encore dire à la population de descendre dans la rue, contester contre quoi? La volonté est là d'aller aux élections. La CENI qui nous rassure qu'elle doit organiser une élection présidentielle, surtout qui est plus contestable dans notre pays, crédible, transparente et apaisée. Quel sera le message réservé à la population à la place Sainte-Thérèse? Bon, déjà, pour parler des élections crédibles, moi je pense que c'est totalement aberrant en RDC parce que les élections crédibles sont les fruits de la démocratie.
Or, il n'y a pas de démocratie sans démocrates. En République démocratique du Congo, il n'y a plus de démocrates actuellement au pouvoir. Et la démocratie n'est pas un jet de mots. La démocratie, c'est une vie. Ça se vit et ça se constate. Nous ne sommes pas dans un pays démocrate. Il ne peut jamais y avoir des élections démocratiques. C'est pourquoi, pour ce faire, nous souhaitons faire appel à la conscience, comme je l'avais dit au début, de la population, pour leur dire qu'il ne faut jamais céder à la peur, il ne faut jamais céder à la panique, il ne faut pas se laisser faire marcher. Et du coup, le meeting portera d'abord, premièrement, sur ce qui se passe à l'est de la République, parce que c'est inhérent de la vie de tout Congolais, ce qui se passe à l'est de la République. Et puis, deuxièmement, c'est la question sur les élections. Parce que récemment, il venait d'y avoir des contestations au niveau de la CENI, parce que l'opposition réclamait, demandait l'expertise internationale sur la CENI pour vérifier un peu les histoires. Et la CENI a imposé sa propre équipe pour vérifier sur l'effectivité de ce qui se passe là-bas. Alors c'est ça le message qui sera lancé à la population, à la place Sainte-Thérèse. C'est d'éveiller aux élections. Mais quand même, vous êtes prêts pour les élections? Absolument. L'opposition? Absolument. Est-ce que cette question est pertinente? Je voudrais que vous puissiez la répondre avec toute souplesse. On me dit, demande-nous à M. Chris, avec les 4 leaders, est-ce que l'idée est déjà faite de qui sera désigné comme porteur de l'opposition aux élections entre les 4 leaders, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, votre mentor, qu'est-ce que j'ai dit moi, Martin Fayulu, votre mentor, allais-je dire, Délice Sanga, mais aussi Moïse Katumbi et Matata Pogna. Est-ce que l'idée, même à l'interne, il y a quelque chose qui se prépare déjà pour dégager un consensus sur un candidat? Bon, ça fait partie de l'agenda politique, ça fait partie de nos idées. Donc, dire aux gens que c'est tel ou tel qui sera à la tête, c'est comme dire la conclusion d'un film au moment où il commence. Alors, si ce ne serait pas par Martin Fayulu, les idées sera prêt? Je n'ai rien affirmé. J'ai dit que ça fait partie de l'agenda politique de ces collèges de l'opposition. Très bien. Regardez la caméra. Un message de la fin à votre président Martin Fayulu, à l'opposition d'une manière générale, et quelques propositions aux autorités qui nous dirigent pour ces mois. Bon, je dirais à notre président, comme on l'appelle Aigle, comme d'habitude, qu'il continue de survoler avec le combat, avec la lutte. Nous étions et nous serons toujours derrière lui parce qu'il faut libérer ce pays. Primo. Segundo, je lancerai l'appel à nos autorités qu'il faut être démocrate, qu'il faut être patriote, il faut aimer le pays. Merci. Merci beaucoup, M. Chris Ikongo, cadre de l'ECD de Martin Fayulu que nous avions le plaisir de recevoir. Nous terminons cette émission par cette page rose où nous souhaitons un anniversaire chaleureux à M. Greg Kitambala qui aujourd'hui souffle encore sa nouvelle bougie. Vraiment beaucoup de bonnes choses, maître. Donc longévité, prospérité, beaucoup de bonnes choses. On se retrouve ce soir pour peut-être déguster quelque chose. C'est par ici que nous terminons cette émission avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été les nôtres. Vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs. Je vous retrouve très prochainement avec notre visage. À très bientôt.